Et donc, il se fait qu'un jour, là, on est à 18 mois de mon séjour à Gigawatt, je me réveille un matin et je me dis, non, je ne vais pas acheter un bateau, je ne vais pas devenir pêcheur, c'est pas ça ma vie. Euh, je suis un intellectuel et c'est ça que j'ai envie de faire. Et au moment même, si on m'avait dit, tu es en train de récolter des données pour faire une thèse, j'aurais dit oui et non, je savais pas en fait. C'était une expérience, c'était un coming of age, comme on dit en anglais, hein, devenir adulte, c'est ça que j'essayais de faire. Et je l'avais fait, en fait, il y a quelque chose qui m'avait influencé. Et c'était une lecture. Quand j'ai pris la décision de pas aller au Congo et d'aller plutôt à Watt, bon, on a toujours un peu peur de dire à sa maman qu'on va aller faire quelque chose de dangereux. Et je l'ai dit à ma maman en espérant qu'elle allait bien réagir. Et elle a réagi le mieux du monde. Elle a dit, oui, oui, ça c'est une bonne idée, c'est le sang hollandais. Voilà, pour elle, elle avait une explication, donc c'était pas compliqué du tout, la raison pour laquelle j'allais faire ça. Mais vient un jour où je me dis donc, je vais faire autre chose. Et là, que faire? Bon, il faut, si je veux rédiger une thèse, il faut que je trouve un financement. Et très rapidement, je commence à y penser. Et il y a deux possibilités. En fait, je raisonne dans l'autre sens. Il y a deux professeurs. J'avais compris que ma démarche qui consistait à aller voir un professeur, à aller voir Lévi-Strauss, à dire voilà, je veux devenir votre étudiant, aller voir Lacan en disant j'ai envie d'apprendre la psychanalyse, c'était la bonne méthode. C'est comme ça qu'il fallait faire. J'avais eu des très bons cours d'anthropologie à Bruxelles avec Deutsch, avec Mackay, avec Kaufmann. Mais là, mon raisonnement, c'est le suivant, c'est je vais faire ma thèse, mais je veux le faire avec quelqu'un qui va me conduire dans la direction que j'espère. Et là, il y avait deux options. Il y avait Marshall Salins à Chicago et il y avait Edmund Leach à Cambridge. Et je me suis retrouvé à Cambridge parce que finalement, finalement non, ça s'est fait très très rapidement en réalité. La fondation Wiener Anspach, c'était une famille ou un jeune qui avait fait Oxford avait été tué par les nazis et donc la famille riche avait donné de l'argent pour des jeunes pour aller étudier à Cambridge et à Oxford et donc je pose ma candidature, j'obtiens ça plus vite que Saline c'était enthousiaste aussi et quand je perdrai mon poste à Cambridge, il essayera d'ailleurs, Marshall Salins essaiera de créer un poste à Chicago qui n'arrivera pas à faire. C'est une époque de coupe sombre dans les départements d'anthropologie, ça ne marchera pas. Mais donc, il a toujours été très aimable envers moi. J'ai eu l'occasion de le voir parce qu'il a rendu visite par la suite à Cambridge. J'ai pu lui parler des visus, mais j'avais une grande admiration pour lui. J'avais compris que voilà, c'était un iconoclaste en anthropologie. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord une formation d'ingénieur, il avait un peu improvisé, il s'intéressait à l'anthropologie, mais il avait un peu improvisé de devenir anthropologue quand il s'était retrouvé, c'était en Birmanie, où il était simplement représentant de la firme de son père, une grosse firme de commerce international. Et il se trouve là, il est fait prisonnier, il est dans un camp de prisonniers dans le pays Kachin, et il va se lier d'amitié avec la population. Et quand quand il sera libéré de son camp de prisonnier, il aura un matériau qu'il va utiliser. Après, il retournera aussi à Pulelai, à Ceylan. Mais Leach, bon, il m'en voudra pas là où il me regarde, en disant que c'était pas vraiment un homme de terrain, il s'était trouvé être un homme de terrain par les circonstances. Quand il était là en Ceylan, c'était beaucoup plus
je dirais pas en tourisme, mais pas de l'observation participante. Il avait été élève de Malinowski, donc il avait, je dirais, un regard un peu critique sur la manière dont Malinowski lui-même avait fait son terrain. Et donc je voulais aller étudier avec Leach. Et il y aura deux périodes. Il y aura la période où en fait je ne serai pas l'étudiant de Leach, c'est la période où je serai étudiant thésard, en fait inscrit, doublement inscrit à Bruxelles pour ma thèse et inscrit à Cambridge en tant qu'étudiant thésard. Et puis ça, ce sera la période 74 à 77. Puis il y aura une période de 77 à 79 où je serai véritablement l'étudiant thésard de Leach. Et puis il y aura une période 79-84 où je serai jeune professeur. Voilà. Mais donc, je me retrouve à Cambridge où je deviens étudiant thésard. Et là, Leach s'intéresse absolument pas à moi. Il se moque même de moi. Il vient à mon premier exposé sur Watch. À la fin, il fait des remarques goguenardes comme il fait d'habitude. C'est-à-dire, il dit, vous avez donc fait la généalogie de tous ces braves gens? Et je dis, ben oui. Pourquoi? Bah, je dis, les ethnologues font ça. Et en fait, bon, c'était pas idiot puisque finalement j'avais découvert cette histoire de démographie d'Ancien Régime grâce aux généalogies que j'avais récoltées. J'avais pas découvert des règles de parenté parce qu'il y en a pas dans des sociétés comme celle-là. On n'épouse pas sa mère et sa sœur et on essaye d'éviter les cousines germaines, mais enfin on y arrive. C'était le genre d'endroit reculé où on n'arrivait pas toujours à ne pas épouser une cousine germaine. Et donc, Leach Goguenard, pourquoi vous avez fait ça? Vous n'avez pas trouvé de règle de parenté? Ben non, pas trouvé de règle de parenté. Vous saviez pas qu'il n'y avait pas de règle de parenté en Bretagne? Si, je savais ça quand même. Bon, etc. Il continue. J'ai pas eu j'étais quand même assez impressionné. Je n'ai pas répondu au tac au tac. Oui, mais j'ai découvert qu'il y avait des démographies dans ces régimes. Et il dit, mais par contre, vous avez expliqué, voilà, qu'il y a des bancs de poissons qui passent et que c'est assez régulier et qu'il y a des migrations de poissons, etc. Je dis oui, la vie dans l'île a toujours dépendu de ça, au point qu'il y a eu des époques, apparemment, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, où les bancs de poissons ne passaient pas par là et où il y avait personne dans l'île. Il dit, alors pourquoi vous n'avez pas fait la généalogie des poissons? Il dit, alors, c'était la manière donc de Leach d'être rigolo vis-à-vis des étudiants et des autres. C'était pas une très bonne entrée en matière pour moi puisque ça débutait sur une plaisanterie. Mais de toute manière, on m'avait pas attribué là-bas, on m'avait pas attribué Leach comme supervisor, comme directeur de thèse locale, on m'avait attribué Alan Macfarlane. Pourquoi? Parce que Alan Macfarlane s'intéressait aux aspects traditionnels de la société britannique. Il faisait partie de ces gens avec Peter Laslett, le grand maître de Emmanuel Todd, de ces gens qui s'intéressaient au début de l'individualisme en Angleterre, qui s'intéressaient aux aspects encore traditionnels de la société anglaise. Donc on a trouvé que c'était pas une mauvaise personne pour diriger ma thèse. J'ai eu bon rapport avec Macfarlane, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. D'abord, il n'était pas structuraliste du tout, et même probablement un peu anti-structuraliste. Excusez-moi, mais il avait une vision, je dirais, très très anglo-centrée. Voilà, il interprétait fort le monde à partir de l'Angleterre, et ça s'appliquait pas vraiment à une société comme celle de Watt. Mais bon, voilà, donc je rédige ma thèse à Cambridge, je la défends devant à l'université de Bruxelles où je suis en fait inscrit, donc en 76. Et je suis immédiatement nommé professeur à l'université de Bruxelles. Et là, il se passe un accident. C'est un de ces accidents. Bon, j'en aurai plusieurs parce que l'anthropologie n'est pas toujours incontestée et
les établissements universitaires non plus. L'enseignement supérieur est parfois en difficulté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis nommé professeur, mais je ne suis pas rémunéré. Bon. Il y a un truc qui s'appelle le comité de la hache, je m'en souviens. C'est-à-dire, et moi je suis jeune marié, j'ai un bébé, ça va pas de pas être payé. Il faut trouver un moyen d'être payé. Et un poste s'ouvre à Cambridge assez rapidement, et je pose ma candidature et je suis nommé. Je suis nommé conjointement avec Michel Verdon, qui est un Québécois et qui fera par la suite une carrière au Québec, Sue Benson, qui deviendra, qui est décédée malheureusement, elle est morte jeune comment appelle-t-on ça, d'une tumeur au cerveau, qui a été un peu avant la mère de mes filles. Et nous sommes une génération de trois jeunes professeurs, dont il faudra par la suite les nommer, voilà, selon la procédure, il faudra les nommer professeurs, les titulariser, comme on dit en français, voilà, tenure en anglais, titularisé en français. Et là, il se passera quelque chose, c'est par rapport au directeur de notre département, Jack Goody, qui est une personne importante en anthropologie, mais à qui j'aurai souvent des rapports difficiles. D'abord, il sera mon propriétaire parce que je serai locataire chez lui tout le temps, pratiquement tout le début de la période où je serai en Angleterre. J'ai de très bons rapports avec lui, avec sa femme Esther, etc., avec ses filles. Mais c'est un personnage qui, qui n'aime pas la concurrence, et ça, au moment où je devrais être nommé à titre définitif, venant s'ajouter à des coupes budgétaires, l'ensemble fera que il y aura quelque chose dont on me dit maintenant que ça a été un peu un scandale à l'époque. Bon, c'était pas très visible parce que j'avais le nez dans le guidon, mais voilà, il me nommera pas à titre définitif. Il me oh non, j'y arriverai jamais, ça fait rien, vous avez compris, ça n'aura pas lieu. Et voilà, je me retrouverai donc après mon premier contrat de 5 ans, de 79 à 84, je me trouverai à devoir trouver un boulot ailleurs. Voilà, ce qui est pas évident. C'est à ce moment-là que Machal Saline se donnera du mal pour essayer de me faire nommer à Chicago et il n'y arrivera pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que on était en contact, chacun des jeunes professeurs et des professeurs en général, avec des gens qui pourraient trouver du financement pour nos étudiants. Et moi, je ne sais plus comment ça s'était fait, mais j'avais pensé aux Nations Unies et depuis un an ou deux, j'étais en rapport avec des gens de la FAO qui pouvaient effectivement prendre des étudiants en anthropologie et leur faire du terrain là-bas. Et donc, catastrophe. Il faut bien appeler les choses par leur nom, parce que j'avais pas prévu. Je me voyais, c'était pas comme pêcheur. Donc, ce pêcheur me disait, est-ce que je vais rester pêcheur ou non? Mais professeur à Cambridge, j'avais pas de raison de cesser d'être professeur à Cambridge. Ça paraissait entièrement tracé. J'ai eu, en 84, j'avais déjà 2 livres qui étaient sortis. J'avais des articles en français dans l'Homme. J'avais déjà une dizaine d'articles dans la revue L'Homme. J'avais 3 ou 4 articles dans la revue Man en Angleterre. Donc, j'étais connu à la fois comme anthropologue français et comme anthropologue britannique. Donc, c'était pas, cet arrêt dans ma carrière à Cambridge paraissait. Maintenant, un collègue de Cambridge que j'ai rencontré à nouveau m'a dit c'est un scandale, il fallait absolument déposer plainte, ça aurait été annulé tout de suite, il y avait pour vice de forme, c'était pas possible, même quand on n'envisage pas sérieusement ta nomination. Ben, à l'époque, je ne le savais pas, et bien entendu, quand on vous dit vous êtes viré, on va pas discuter, on cherche autre chose. Et donc, j'étais en contact avec les Nations Unies, avec la FAO, et un jour, on m'appelle de Rome, donc le siège est à Rome, et la personne avec laquelle j'étais en contact me dit tiens, je voudrais parler voilà de ce qu'on dit pour des étudiants éventuellement, etc. Et comment ça va vous? Je dis moi ça va pas trop parce que je viens de perdre j'aurais perdu mon boulot voilà au mois de juillet ou au mois d'août. Et alors ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, heureusement. La personne dit formidable, alors venez travailler avec nous, voilà.
Et ça m'arrivait, je dirais, à plusieurs reprises, heureusement. Formidable quand on m'offre un poste en intelligence artificielle, alors que je suis absolument pas dans ce domaine-là. Et formidable quand, au moment où toutes mes options en anthropologie se ferment, quand un banquier me dit, vous n'avez plus rien, c'est formidable, venez travailler avec moi. Et là où je ferai une carrière de 18 ans dans la finance. Mais bon, Cambridge, c'est un vrai plaisir de faire ma thèse, je la dépose à Bruxelles. Et puis ensuite, j'ai la possibilité il va y avoir ma nomination à Cambridge en 79, mais il y a une période de césure. Et là, la fondation Wiener Hansbach a l'amabilité de me dire, vous voudriez pas retourner à Cambridge? Je dis si, bien entendu. Et il me refinance pour retourner là. Et là, je deviens véritablement, en fait, je m'inscris pour une seconde thèse. Et cette fois-ci, ce sera une thèse à Cambridge, proprement parler, et ce sera avec Leach. Et ce sera sur les débuts de l'anthropologie britannique, au début dans la période, je dirais 1900 à 1960. Une période qui a été bien étudiée depuis par d'autres, en particulier par Langham. Donc on a Ian Langham qui a étudié Rivers et ses élèves. Langham, dont on n'a absolument pas voulu reconnaître le travail, au point de le persécuter parce que sa représentation de l'histoire d'anthropologie ne correspondait pas à la version officielle, et il s'est rapidement suicidé. C'est une véritable tragédie. Pourquoi? Parce qu'il disait que le véritable fondateur de l'anthropologie britannique, c'était Rivers et pas Malinowski. Malinowski, dont j'ai appris par Leach, parce que au moment où je rédige donc une thèse sur les débuts de l'anthropologie, j'ai la chance que beaucoup des étudiants de Malinowski sont encore en vie. Et je suis présenté très rapidement à Elena Malinowska, la seconde fille, la fille numéro 2 de Malinowski, qui me donnera des informations tout à fait extraordinaires sur son père, ce qu'on appelle des informations de première main sur son propre père. C'est la personne qui un jour me fera une petite plaisanterie parce que elle m'aime beaucoup. Je suis jeune. Bon, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? J'ai 30 ans et elle me dit, je vais vous présenter un de mes amis et je vais voir si vous êtes vraiment à la hauteur de l'opinion que j'ai de vous, ce qui est toujours très aimable. Je vais vous mettre à côté de cette personne quand on déjeunera et vous allez deviner qui c'est. Bon. Et très très rapidement, et ça c'était un grand honneur qu'elle me faisait, bien entendu, très rapidement je devine qu'il s'agit d'Arthur Koestler. Et je lui ai dit, voilà, c'est Arthur Koestler. Elle dit, oui, c'est un de mes amis, voilà. Et des étudiantes deux étudiantes. Monica Wilson, je la rencontrerai moins, mais j'aurai des contacts très très étroits avec Audrey Richards. Elle viendra un jour faire d'ailleurs un exposé pour les étudiants thésards chez moi. Dans le petit study, il y aura là une dizaine d'étudiants thésards et Audrey Richards racontant son séjour chez les Bemba. Et son travail de terrain chez les Bemba et la visite de Malinowski chez elle, là chez les Bemba. Ce qu'on apprendra par la suite, c'est que, ce qu'elle n'a pas dit ce jour-là, c'est qu'ils sont devenus amants à ce moment-là et que ça n'a pas facilité les choses pour le reste de la famille à ce moment-là. Meyer Fortus, bien entendu. Meyer Fortus, il est comme Leach, il m'aime pas du tout au départ. Et puis un jour, je fais un exposé sur psychanalyse et anthropologie, et là, il est tout à fait enthousiaste, et la relation bascule. Et là, je deviens Meyer Fortus dans ces dernières années, je deviens Michel Verdon aussi, il aime beaucoup Michel Verdon, partie de son tout petit cercle de Meyer Fortus. Et ça, c'est un très très grand honneur parce que c'est aussi un géant, je dirais, sur le plan éthique, et un homme tout à fait blessé par le fait que dans le bureau de Nkrumah, une allégorie du colonialisme, dans une allégorie, paraît-il, du colonialisme qui existait là, il y avait en gros, bien visible, un ouvrage de Meyer Fortus. Ça, c'est une chose qui, pour cet homme qui était d'une très grande rectitude et d'une, un homme très très sensible à l'injustice, c'était injuste, c'était tout à fait injuste. Il faisait partie de ces gens qui ont fait l'anthropologie dans une perspective anticolonialiste, sans le brandir comme un drapeau, mais dans son cœur. J'ai la chance que par exemple, un exemplaire que j'ai des structures élémentaires
de la parenté, que ce soit un exemplaire entièrement annoté de la main de Meyer Fortes. Ça, je trouve formidable. Alors que bon, il n'a jamais été enthousiaste pour le structuralisme, mais j'ai la preuve qu'il avait étudié ça très sérieusement. Et j'ai beaucoup d'ouvrages que j'ai récupérés de lui qui lui appartenaient sur l'anthropologie au XIXe siècle, en particulier britannique. Donc, je fais une thèse avec Leach sur Malinowski, pour laquelle il se passionne. Il se passionne absolument pour ça. Chaque fois que je viens, il m'attend pratiquement à la porte de sa lodge, de son bureau là, à King's College où il est provost, c'est le genre de choses qui ne peut arriver qu'en Angleterre, bien entendu. Quelqu'un aussi qui rue autant dans les brancards, qui fera, lorsqu'il est invité à la BBC, fait l'éloge de la bande à Bader Meinhof, et ce qui n'empêche pas les Britanniques de le nommer Provost de King's College, qui est quand même une des plus grandes institutions universitaires du pays. Ça n'arrive pas en Belgique, ça n'arrive pas en France, ce genre de choses. Et ça, bon, c'est encore, je ne sais pas si c'est toujours comme ça avec dans l'Angleterre du Brexit de Boris Johnson, mais en tout cas, ça c'était l'Angleterre que j'ai connue à cette époque-là. Et un jour, il y a deux choses qui se passent pratiquement simultanément. Donc, je vais commencer à être jeune professeur à Cambridge, et il y a des pressions de l'université en disant, avec le nombre d'heures d'enseignement que vous allez avoir, vous n'allez pas pouvoir mener une rédaction de thèse en parallèle. Bon, c'est dit très gentiment, mais il se fait qu'au même moment, quelques semaines près, Leach me dit, c'est pas une bonne idée cette thèse. C'est pas une bonne idée de cette thèse. Et à quoi il pense? Il pense au fait qu'il sera difficile de parler de Malinowski sur le terrain sans parler du fait qu'Aubrey Richards a été sa maîtresse quand il lui a rendu visite chez les Bemba, et des tas de choses de cet ordre-là. Il dit, tu sais, sa thèse, ça ferait vraiment mal à beaucoup de personnes, au plan personnel. Ou bien on est malhonnête, on cache les choses, et bon, c'est pas du travail universitaire, ou bien on met comme ça, et là, bon, voilà, ce serait différent maintenant. Moi, je peux dire maintenant que Audrey Richards était la maîtresse de Malinowski, sans que ça fasse des dégâts. Tous ces gens sont morts depuis très longtemps. Et puis, donc, voilà, l'idée d'arrêter la thèse. Mais on est en 1979. La date est importante pour la raison suivante, c'est que l'année suivante, les ordinateurs personnels deviennent disponibles. Et Leach achète tout de suite un Commodore. Moi, j'achète un Sinclair ZX 80, premier ordinateur personnel. Vous ouvrez ça, il n'y a rien, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien du tout. Il faut programmer tout si on veut que quelque chose se passe, il faut le programmer, il faut écrire XY et ainsi de suite. Voilà, il faut l'écrire en basique pour que ça marche. Mais Leach sait que connaît assez près, et il me dit rapidement, tu as un ordinateur personnel? Je dis oui aussi. Il dit, ce serait bien de faire de l'anthropologie là-dessus. Tous les problèmes qui ont jamais été résolus, ce serait quand même formidable qu'on les résolve là-dessus. Je dis oui, mais je sais même pas encore programmer, j'apprends à programmer à ce moment-là. Et il m'appelle un jour et dit, écoute, voilà, il y a tous ces problèmes qui n'ont pas été résolus, et peut-être qu'ils ne sont pas soluble en algèbre de la parenté, on va résoudre ça. Bon. Et là, il est tout à fait à son aise. Il a sa formation d'ingénieur. Il connaît déjà des langages de programmation. Ça fait partie des choses qu'il fait le week-end pour s'amuser. Et il dit, on va faire ça. Bon. Je dis, mais moi, je sais pas. Oui, toi, tu es la personne, tu as été l'élève de Lévi-Strauss, etc. On va faire ça ensemble. Et on se lance là-dedans. Et il dit, bon, on fait les Murgeon. Les Murgeon, voilà, à l'époque, c'est le gros casse-tête. Et l'ironie, c'est que de la manière dont le casse-tête a été formulé, la solution qu'on a trouvée, dit chez moi, qui est la solution du problème, les anthropologues ont du mal à considérer que c'est la solution. Pourquoi? C'est parce que c'est une solution. Comme d'habitude, la solution se trouve pas exactement là où on la cherche. Et comme c'est un peu décalé, on ne reconnaît pas toujours. C'est ce qu'on appelle, bien entendu, un changement de paradigme. Il faut changer le cadre pour résoudre le problème. Le problème est dans un cadre tel qu'on ne peut pas véritablement les résoudre.
Et là, je résume rapidement. On a donc un missionnaire qui, à la fin du 19e siècle, nous décrit la société Murjin, qui est une société australienne, comme une société. On lui a donné d'autres noms par la suite. Comme une société totémique à huit sous-sections. Donc voilà, tout le partage du monde au plan cosmique, la parenté, politique, du rêve, tout est divisé en huit sous-sections. Et la société Murjin est décrite de ce côté, de ce point de vue-là. Et puis arrive dans les années 30 un anthropologue qui s'appelle Warner, et Warner décrit les Murjin comme une société qui est entièrement réglée par le fait qu'il y ait 5 lignages masculins et 7 lignages féminins, ce qui fait une société, en fait, si on voulait parler en termes de section, ce serait 35, ce serait 5 fois 7. La différence, bien sûr, c'est qu'un lignage, c'est quelque chose de diachronique, c'est historique, ça, il y a le temps qui passe, et que les sous-sections, c'est une structure immuable, c'est une structure statique. Alors lui, je dis, ça c'est le problème ça c'est un problème pour nous, on va essayer de résoudre ça. Oui, parce que si vous avez quelques notions en mathématiques, vous savez que vraiment 8, c'est le cube de 2, voilà, et que 5 fois 7, ce sont chacun des nombres premiers. Comment vous allez faire une projection, dit-on en termes mathématiques, entre un univers à 8 catégories et un univers à 35? C'est impossible, c'est pas soluble. Donc. Et on va trouver. On a la chance. On l'aurait pas fait si on n'avait pas des généalogies. Il y a beaucoup de généalogies. On a, je crois, quand même avec 2 terrains, celui de Kupka et celui de Rose. On a qui se recoupent un peu d'ailleurs. Ils ont fait ça indépendamment, mais il y a un peu de recoupement, un peu de chevauchement. On a quand même 1000 données à peu près sur lesquelles généalogie, sur laquelle on peut en particulier mesurer la longueur d'une génération masculine et la longueur d'une génération féminine. Pourquoi? Parce que c'est comme dans la société australienne comme chez nous, l'âge moyen à la naissance des enfants pour les hommes et pour les femmes n'est pas le même. Il y a un décalage, les hommes sont plus âgés. Et ce décalage, ça va être les 5 lignages par rapport aux 7. Donc, il faudrait qu'on trouve, pour commencer, il faudrait qu'on trouve une concordance par rapport à ça. Il faudrait qu'une génération masculine soit 7 divisé par 5 fois plus grande qu'une génération féminine. Bon. Et ça, on le trouve sur la généalogie. C'est possible, avec très peu d'exceptions. Et les exceptions, elles vont être liées au fait que il est difficile à une population de faire véritablement coïncider un truc à 8 sections avec un truc à 35 catégories matrimoniale en termes de lignage. Mais nous arrivons c'est ce que Leach fait, c'est l'idée qu'il a et que j'aurais pas à l'époque. Moi, je n'étais pas assez familier avec la théorie des groupes à l'époque pour l'avoir fait. On fait toutes les rapports possibles. On regarde la théorie des groupes. On regarde comment on peut, avec deux générateurs, un générateur pour les hommes et un générateur pour les femmes, avec l'hypothèse que la génération masculine sera plus longue que celle d'une femme, on regarde toutes les possibilités. Et on regarde, une fois qu'on a cette table, on regarde dans la table le chiffre qu'on a trouvé, et notre chiffre qu'on a trouvé, c'est effectivement la longueur d'une génération masculine est effectivement 7 divisé par 5 fois plus longue qu'une génération des femmes. Donc, non seulement ces Australiens ont des règles de mariage, mais ils les ont respectées. C'est comme les Water avec la démographie qui interdit les relations sexuelles durant l'Avent et le Carême. Les gens, voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous disent aussi, oui, mais c'est du mariage préférentiel. On ne serait pas étonné que les gens n'aient pas suivi finalement le règle. Si, ils l'ont trouvé. On trouve un chiffre de longueur de génération. Le 7 divisé par 5, c'est le plus proche dans la table. C'est vraiment le plus proche dans la table. Il n'y a pas, et on n'a même pas besoin des 5% de différence, voilà, du spécialiste de la statuaire africaine. C'est vraiment ça. Et donc, nous avons un modèle qui fait correspondre véritablement les 8 sections sur un cylindre. Parce que bien sûr, il y a la dimension temps, et sur le cylindre, ces 7 lignages féminins et 5 lignages masculins se perpétuent, et donc, il faut un cliché de ces 8 sections projeté véritablement un truc statique,
les 8 sections sur les 35 catégories de mariage. Après, ça ne compte plus, parce que les générations sont telles qu'il n'y a plus d'êtres vivants sur ce cylindre. Mais ce cylindre se perpétue, on continue là. Et quand il y a quelques exceptions dans la généalogie, mais vraiment très peu, elles sont dans la section adjacente. Voilà. Les gens ont essayé quand même d'aller au plus près. Ils ont essayé d'aller au plus près. Et donc, on a cet article, mais qui est un article assez mathématique. Et vis-à-vis des anthropologues, non, s'il y a un mystère entre les Murjin entre tout 8 et 35, c'est pas des équations algébriques qui résolvent ça. Eh bien, si, et Leach le savait, et il savait aussi que celui qui allait pouvoir l'aider à faire ça, c'était moi. Et voilà comment je me trouve. Voilà, bon, j'ai dit que j'avais déjà en sociologie une assez bonne formation en mathématiques, et j'avais fait, bon, à l'Athénée en Belgique, on a fait la section latin mathématiques. Bon, voilà, j'avais quand même un bon point de départ. Mais c'est Leach qui m'a fait de moi véritablement un mathématicien appliqué. Bien sûr, j'ai utilisé des méthodes statistiques, mais des méthodes statistiques, je dirais, de type assez classique sur mes données de terrain de l'île de Watt. Et donc, voilà, au moment où je dois quitter Cambridge parce qu'on m'a licencié, où je deviens donc spécialiste des pêcheries aux Nations Unies, j'ai une bonne expérience mathématique. J'ai reçu en particulier une bourse de la fondation Nuffield, c'est quand même très très prestigieux en Grande-Bretagne, pour développer une méthode qu'une jeune mathématicienne mettra à mettre au point pour faire une analyse automatique des généalogies à partir de ce modèle. Et la représentation de ce modèle, le fait d'utiliser le dual d'un graphe plutôt que un graphe véritable de généalogie, d'où me vient cette idée-là de Georges Théodule Guilbault, qu'il avait utilisé lui pour représenter le mariage de Ambrim dans le livre La pensée sauvage de Lévi-Strauss. Donc, dans une vie, on invente des choses tout seul, mais on a quand même besoin d'avoir des bons professeurs et surtout, voilà, c'est une bonne recommandation pour les étudiants, d'aller les chercher, parce que on tombe pas par hasard sur des excellents professeurs, il faut aller les chercher, il faut avoir décidé que c'était eux et de vouloir travailler avec eux.